Dans la demi-heure qui vient, je vais donc aborder la question des archives d'écrivains en Allemagne et du contexte européen de ces archives. La mémoire culturelle d'un lieu ou d'une période est fondée sur des collections. Collections de tableaux et d'œuvres d'art, de livres ou de manuscrits. On ne saurait complètement séparer ces différents types de collections. En effet, les papiers d'écrivains sont souvent liés à la présence de collections de livres. Walter Benjamin ayant été puisé dans les collections de la Bibliothèque nationale et Winkelmann dans les collections de livres de la bibliothèque du comte de Bunau où il était bibliothécaire. La bibliothèque de Warburg illustre l'ambiguïté entre les livres et les œuvres d'art qui donneront lieu à son fameux atlas Memo Sune. Toujours est-il que la notion de collection révèle une parenté entre les objets qu'elle rassemble. La spécificité des archives littéraires tient au fait qu'elles revendiquent de livrer la clé de la vie intérieure des auteurs en train d'écrire. Dans leur contribution à la constitution d'une mémoire culturelle, elles détiennent, contrairement aux musées ou aux bibliothèques, l'accès à la vie des œuvres. C'est au XVIIIe siècle qu'on observe en Allemagne la naissance d'un intérêt particulier pour les archives littéraires. Il faut tout de suite évoquer le cas de Gotthold Ephraim Lessing, qui meurt en 1781, après avoir été sans doute un des premiers auteurs allemands à être connu et reconnu au-delà des frontières. L'importance des archives apparaît pour la première fois quand, en 1785, soit peu d'années après la disparition de Lessing, le philosophe Jacobi publia des lettres de Lessing au philosophe Mendelssohn qui prouvaient tout l'intérêt de Lessing pour la philosophie panthéiste de Spinoza. Dans le contexte alors, la révélation du lien entre Lessing et Spinoza suscita une querelle célèbre et de nombreuses polémiques, la querelle du panthéisme, fondée sur des archives marquant une césure dans la vie littéraire et philosophique de l'époque. Plus largement, les archives de Lessing bénéficièrent du soin particulier que leur porta son frère, Karl Lessing, un auteur sans succès qui l'accompagna durant toutes les étapes de sa vie et publia en 1793 une première biographie fondée sur les archives familiales dont il avait fini par acquérir le contrôle. Autant que biographe, Karl Lessing a été le premier archiviste de son frère. Les documents qu'il avait conservés et ordonnés servirent à une première édition des fragments inédits et jouent un rôle fondamental dans l'histoire de l'édition. Le frère de Lessing, Karl Lessing, se permet à vrai dire des interprétations personnelles dans l'organisation des archives, qu'il publie tout en se réclamant d'une préparation des œuvres complètes qui aurait été engagée avec la collaboration de son frère. Déjà une ambiguïté liée à l'action de l'archiviste. Le lien entre archives littéraires et édition est plus sensible encore dans le cas des papiers de Goethe. Celui-ci était particulièrement soucieux des traces qu'il laissait de son œuvre et de l'utilisation qui pourrait en être faite. Du vivant même de Goethe, les documents biographiques et littéraires censés éclairer la jeunesse de son œuvre ont été classés par Friedrich Theodor David Kreuter, 1790-1856, qui remplissait les fonctions de secrétaire privé de Goethe, et peut donc être considéré comme le véritable ordonnateur des papiers. Les archives de l'œuvre de Goethe ont été constituées de son vivant, et Goethe a exprimé dans son testament le souhait qu'elle devienne une sorte d'institution publique du duché de Saxe-Weimar. Le petit-fils de Goethe ne réalisa le rêve du grand-père qu'en 1885, lorsque les manuscrits de Goethe furent remis à la grande-duchesse Sophie de Saxe-Weimar et que fut fondée l'institution du Goethe-Archiv. Peu de temps plus tard, en 1889, les archives de Schiller furent adjointes à celles de Goethe, créant le Goethe- und Schiller-Archiv, un vaste bâtiment reprenant des éléments du Petit Trianon de Versailles. La question de l'architecture des dépôts d'archives est intéressante, fut construit spécialement à cet effet et ouvrit ses portes en 1896. Ce temple des archives littéraires exerça un véritable effet d'attraction et de nombreux détenteurs des papiers d'auteurs du Weimar classique, de Wieland à Herder, remirent les papiers de ces auteurs au Goethe- und Schiller-Archiv, qui devint un établissement de recherche philologique et un véritable atelier de travaux éditoriaux. Au premier rang d'entre eux, il convient d'évoquer la fameuse Sophienausgabe des œuvres de Goethe, dont la parution s'étend de 1887 à 1919 et qui ne compte pas moins de 143 volumes, fabriqués donc dans ce dépôt d'archives. Goethe a écrit lui-même en 1823 un petit texte de nature autobiographique sur les archives littéraires.
Il y célèbre l'action du frère de Lessing et décrit de façon détaillée l'utilité que représente pour sa propre activité littéraire vivante la constitution par Kreuter d'archives rangées en rubriques, numérotées, associées à la correspondance et complétées par un répertoire. Pour lui, les archives étaient un outil utilisable de son vivant, une aide à l'écriture. En janvier 1889, à l'occasion de la première assemblée générale d'une société pour la diffusion de la littérature allemande, le philosophe Wilhelm Dilthey a prononcé une conférence sur les archives littéraires, d'abord publiée la même année dans la revue Deutsche Rundschau, puis intégrée aux œuvres complètes de Dilthey. À la suite de cette conférence a été fondée une nouvelle société pour la mise en place d'archives littéraires. C'est donc un événement tout à fait important. Dilthey considère que la nation allemande, ayant obtenu son unité politique, elle doit manifester sa reconnaissance envers ce qui a créé cette unité en des temps difficiles, la littérature de langue allemande. Contrairement aux autres peuples d'Europe, le peuple allemand aurait préservé la continuité de l'héritage culturel européen et en constituerait pour ainsi dire la synthèse, rassemblant la dimension idéale des œuvres de Platon et Homère à celle de Dante, Shakespeare ou Voltaire. Pour cultiver le trésor de la nouvelle littérature allemande, perçue comme une synthèse de l'esprit européen, il manque une attention plus soutenue portée sur les sources, qu'il s'agisse de lettres ou des papiers de grands écrivains. Car la compréhension des œuvres s'enrichit de façon décisive au contact de ces sources. Conformément à la position générale de Dilthey, il s'agit de comprendre les forces vives à l'œuvre dans la rédaction de textes littéraires, et cette herméneutique passe par l'analyse des traces de la vie intellectuelle des auteurs, c'est-à-dire de leurs manuscrits. Ainsi, les grands écrivains deviendront une part de notre propre existence, grâce à l'effet d'osmose créé. Dans ces reconstructions, les manuscrits permettent de dépasser le niveau des hypothèses pour aborder la genèse des œuvres à partir des éléments séminaux. La vie, j'insiste sur ce terme de vie, dont les archives révèlent les pulsations, donne un accès fiable aux configurations intellectuelles dans lesquelles s'inscrit une œuvre. Les archives, c'est un thème récurrent chez Dilthey, garantissent la vie des œuvres et la possibilité du lecteur ou de l'historien de se fondre avec l'auteur, d'épouser ses perspectives intellectuelles au plus près. Tocqueville ou Taine servent à Dilthey d'illustration de la rupture fondamentale à ses yeux entre une historiographie avant et après l'utilisation systématique des archives. Mais pour que les archives soient utilisables, les lieux de conservation sont indispensables. Les archives doivent être rangées dans un ordre rationnel et rendues prudemment accessibles à un large cercle d'utilisateurs. Dilthey note l'apparition de dépôts d'archives plutôt familiales, liés à une individualité, comme les archives de Klopstock à Quedlinburg, du poète Gleim à Halberstadt, de Humboldt au château de Tegel. Mais il s'agit seulement d'un premier pas, les conditions de conservation étant alors insuffisantes. Il faut désormais, écrit Dilthey, que les dépôts d'archives littéraires soient répartis dans l'espace national allemand de façon à en garantir l'unité. Peu de choses sont conservées des écrivains du XVIIe siècle, si l'on exclut Leibniz, et les manuscrits de Gryphius, par exemple, sont largement perdus. Même les manuscrits d'auteurs du XVIIIe sont largement perdus, et les bibliothèques de Königsberg, Kaliningrad ou d'Orpat-Tartu ne conservent que des fragments de Kant. Même des manuscrits de Klopstock conservés à Hambourg, entre des mains privées, ont été largement dispersés. On voit que Dilthey invite à une quête prudente de ce qui pourrait subsister et être retrouvé. Il convient notamment de ne pas négliger les correspondances de personnalités, même de second rang, qui ont pu être liées à des écrivains majeurs. Même les papiers d'écrivains majeurs sont rarement conservés dans leur intégralité. Même Goethe, Schiller et Herder ne sont pas entièrement conservés. Et plus on s'approche de l'époque contemporaine, et plus les familles sont les dépositaires des papiers des écrivains. Il conviendrait donc, dans un premier temps, d'enregistrer les manuscrits existants et dispersés selon un modèle bibliographique classique livré par Karl Gödecke, 1814-1887, dans son ouvrage fondamental pour l'archivistique littéraire, Fondement d'une histoire de la littérature allemande à partir des sources, en 3 volumes. Et si une famille confie la conservation des manuscrits d'un ancêtre à une institution nationale, elle n'est pas pour autant contrainte d'abandonner la propriété. Dilthey envisage surtout une distribution des archives à travers l'espace germanique pour en cimenter l'unité. Il serait naturel à ses yeux que les restes de la littérature humaniste se trouvent à Heidelberg. Pour ceux du XVIIe siècle, une vive concurrence s'engagerait entre Hanovre, Hambourg, Leipzig et Dresde.
Les auteurs des Lumières devraient être conservés à l'Académie des sciences de Berlin, chère à Frédéric II. Quant aux Dioscure, Goethe et Schiller, et aux auteurs du Sturm und Drang qu'ils ont croisés, ils appartiennent évidemment au Goethe- und Schiller-Archiv. Pour le romantisme tardif et la spéculation post-kantienne, Berlin serait encore le lieu le plus favorable. Les poètes Swab iraient à Tübingen ou Stuttgart. Dans tous les cas, il importe de relancer des entreprises éditoriales, et pour Dilthey, qui déplore que l'Allemagne n'ait en 1889 pas d'édition de Winckelmann, de Hamann, de Wieland ou même de Kant, se défend de tout néo-alexandrinisme qui valoriserait abusivement le papier. Il s'agit au contraire de frayer une voie d'accès à la pulsation de vie dans les œuvres. Et il faut pour cela séparer les archives littéraires des bibliothèques. Les bibliothèques sont des lieux de mort, comparés aux archives. Dilthey, en envisageant toute la géographie allemande, remet ainsi en cause le primat du Goethe- und Schiller-Archiv de Weimar en imaginant une pluralité de centres qui établirait une rationalité de l'héritage des manuscrits, une sorte de pertinence géographique, indépendamment du principe de provenance, pourtant fondamental dans toute la tradition archivistique, mais difficilement compatible avec l'illustration d'une tradition culturelle globale. Hermann Grimm, l'historien d'art et le fils de Wilhelm Grimm, s'est élevé énergiquement contre un projet qui déposséderait Weimar de son rayonnement unique. Même si Dilthey est surtout intéressé par le passage des manuscrits littéraires de mains privées à des institutions publiques, ce sont des visions différentes de l'unité culturelle allemande qui s'affirment dans la polémique autour de la localisation des archives. À la fin de l'année 1889, Dilthey a publié un nouvel article sur les archives intitulé « Archives littéraires envisagées du point de vue de l'histoire de la philosophie ». Ce second article, oublié, a le mérite de mettre en évidence l'arrière-plan épistémologique dans l'intérêt que porte Dilthey aux archives. Il est au fond moins intéressé par la protection d'un patrimoine matériel menacé que par la promotion de l'orientation disciplinaire nouvelle désignée par le terme de Geistesgeschichte et qui peut, selon les cas, être traduite par histoire des idées ou même plus largement par sciences humaines. Dans tous les cas, il s'agit d'opposer dans l'Allemagne du second XIXe siècle deux types de savoir, celui qui repose sur les sciences de la nature, qui n'ont pas besoin d'archives, et celui qui repose sur les sciences de l'esprit. Seul ce second type de savoir permet d'aborder l'histoire des cultures, et il se fonde sur l'analyse des archives, des traces de la vie des textes et de leur insertion dans des systèmes intellectuels plus larges, en évolution permanente. Ce savoir s'appuie largement sur les signes accompagnant la genèse des œuvres, et principalement sur les archives. Alors que les bibliothèques tendent à conserver des œuvres mortes, les archives sont perçues par Dilthey comme un lieu de préservation de la vie. Le traitement des archives, conçu par lui principalement comme une activité philologique, est mis au service de l'histoire culturelle, et ce que produisent les archives, ce sont des éditions historiocritiques, insérant les textes consacrés dans un devenir. L'arrière-plan philosophique et épistémologique des préoccupations de Dilthey montre que pour lui, la notion de littérature ne saurait être prise dans un sens trop étroit. Par littérature, il entend l'ensemble des textes définissant l'identité d'une culture, et il est clair que les textes philosophiques ou historiographiques en font également partie. Le modèle de Dilthey a fonctionné dans la longue durée, puisque le Deutsches Literaturarchiv Marbach, fondé en 1955, en partie pour faire équilibre au Goethe- und Schiller-Archiv de Weimar, alors situé en République démocratique allemande, est certainement un des plus grands centres de conservation de manuscrits dans les pays de langue allemande. La position de Dilthey sur la question des archives s'y trouve radicalisée. En effet, le centre accueille bien des papiers d'écrivains, de Franz Kafka à Gottfried Benn, en passant par Paul Celan, mais il y a aussi beaucoup d'archives de philosophes, également conservées en ces lieux, comme les papiers de Heidegger ou de son disciple Gadamer, par exemple. Mais dans le souci de prendre en compte tous les éléments permettant à des œuvres de retrouver leur vie originelle dans un espace culturel, les archives de Marbach ont décidé de ne plus ignorer des composantes auxquelles Dilthey n'avait pas encore vraiment pensé. Il s'agit de conserver également les traces archivistiques des activités des professeurs de littérature ou des critiques littéraires les plus reconnus, comme Berthold Auerbach ou Peter Schondi par exemple. Enfin, les archives littéraires de Marbach accueillent des bibliothèques entières d'écrivains en se souciant de l'ordre des rangements des livres, ces ouvrages souvent enrichis de notations manuscrites faisant pleinement partie des documents. Elles accompagnent la rédaction des œuvres et la vie des textes,
et sont donc tout à fait une partie des archives littéraires. L'accroissement progressif des collections est signalé et commenté dans un organe spécialisé, les Annales de la Société Schiller, Marbach étant, on le sait, la ville natale de Schiller. La constitution du système archivistique en France date de la période révolutionnaire. Il s'agissait à l'origine de conserver les terriers et de garder ainsi la trace de la propriété du sol à travers les âges. Mais très vite, un autre but est apparu, celui de légitimer la cohérence du corps social. Pour cela, les archives devaient être mises en ordre selon un principe de pertinence qui les distribue en grandes catégories. Le député régicide Armand Gaston Camus, bien connu certainement de tous les chartistes, avait imaginé une première nomenclature pour une section législative divisée en 4 séries: A. Collection des lois, B. Procès-verbaux des assemblées, C. Pièces annexées aux procès-verbaux, etc. Mais c'est à son successeur Pierre Daunou, éditeur de Boileau et de la Harpe, et je trouve intéressant de voir que ce fondateur des ordres archivistiques était aussi un éditeur de Boileau et de la Harpe, que l'on doit une nomenclature complète de E à Z. Cette organisation première reste immuable dans les divers départements et les diverses époques, et elle constitue un document préalable à la rédaction de l'histoire nationale. Et il est fort difficile, sur cette base, d'imaginer des formes d'historiographie transnationale, hélas. Ce qui est sûr, c'est que l'historien est à sa manière une forme d'écrivain. Et cette remarque, évidente dans le cas de Michelet, concerne la plupart des historiens du XIXe siècle. Illustrant l'individualité collective de la nation, l'écrivain historien est, sous l'emprise de ce qu'Arlette Farge, dans son livre déjà plusieurs fois cité, appelle le goût de l'archive. Il s'agit en effet de donner à voir des éclats de réel, de les combiner pour qu'ils échappent à l'émiettement, et pour cela de faire vivre le document transmis en l'animant grâce à la fiction. Le traitement des archives reste toujours inachevé, mais suppose une aptitude de l'historien à saisir de l'intérieur l'esprit d'une époque en échappant au discours dominant. Les écrivains, eux, ont souvent développé leur propre système d'archives destiné à documenter non pas le récit historique des historiens du futur, mais bien leur écriture elle-même. On peut citer bien des écrivains produisant leur œuvre en s'appuyant sur le fonds documentaire qu'ils ont eux-mêmes constitué. Prenons l'exemple de Walter Benjamin, qui pour son œuvre maîtresse, le livre des passages, a rassemblé à la Bibliothèque nationale de très nombreuses citations empruntées à des écrits sur le XIXe siècle parisien. Ces écrits sont rangés en grandes catégories comme Paris antique, haussmannisation, le collectionneur, les constructions métalliques. Dans un second temps, et en vue de procéder à la rédaction proprement dite, Benjamin imagine des catégories transversales qu'il nourrit des différents cahiers d'extraits. Le renvoi à ces extraits se faisant à partir de résumés des extraits utilisés. Un système de signes de couleurs complète cet arsenal de renvoi, qui met en évidence la procédure de transformation progressive du matériel archivistique en texte nouveau. D'autres archives d'écrivains pourraient être évoquées dans le domaine de la littérature allemande. Songeons aux archives de Jean-Paul Richter, qui durant une grande partie de sa vie a collectionné des cahiers d'extraits empruntés à de nombreux domaines du savoir. Le choix des extraits obéit à un critère simple, l'originalité des métaphores et des situations évoquées. Ces extraits vont nourrir le texte des romans de Jean-Paul. Avant la rédaction de son Histoire de l'art dans l'Antiquité, une des bases du classicisme littéraire allemand, Winckelmann avait lui-même constitué de larges cahiers d'extraits d'auteurs antiques ou d'auteurs du classicisme français qui vont nourrir sa propre production littéraire. Il est vrai que dans le cas des archives littéraires allemandes, ces cahiers d'extraits qui, après des étapes de transformation directe, nourrissent l'œuvre littéraire proprement dite, correspondent à une tradition ancienne, inaugurée par Daniel Georg Moorhof, 1639-1691, professeur de littérature à Kiel au XVIIe siècle et fondateur de l'Historia Literaria. Il s'agit, si l'on veut, d'une histoire littéraire, mais celle-ci ignore la chronologie et opère par juxtaposition d'extraits disponibles pour de nouveaux textes, d'extraits eux-mêmes disposés selon un rangement thématique. L'Historia Literaria de Moorhof a clairement servi dans le domaine allemand et dans la longue durée de modèle de constitution d'archives conçu comme document préparatoire à la rédaction.
La classification et la finalité des documents d'archives français correspondirent à l'époque napoléonienne à un projet plus large. Il faut non seulement signaler que les départements français de l'espace germanique organisèrent leurs archives selon les principes français, ce qui aboutit, disons, pour des départements comme Rhin et Moselle, chef-lieu Coblence, ou Montonnerre, chef-lieu Mayence, à des classifications alignées sur les archives de la France proprement dite, et préfigurant une historiographie fondée sur ces ordres archivistiques. Mais il faut encore noter une volonté de confisquer la mémoire archivistique des différents pays d'Europe pour créer des archives de l'Europe. C'est ainsi que les papiers conservés à Vienne, à Rome ou à Simancas devaient être déplacés en direction de l'hôtel de Soubise. Et même si le projet, bien étudié dans les travaux de Maria Pia Donato et d'Anne Saada, n'est pas parvenu à son terme, il a été assez largement entamé pour constituer un élément essentiel dans l'histoire de l'archivistique en Europe. Comme par hasard, c'est aussi sous l'Empire que voit le jour la revue Archives littéraires de l'Europe, dont le premier numéro de 1804 traite de l'œuvre de Wieland, mais aussi de Kant et de Herder, comme s'il s'agissait donc d'élaborer une mémoire littéraire européenne globale. La revue étudiée par Jean-Luc Chappé, qui débute par une présentation programmatique de De Gérando, l'un des introducteurs du kantisme en France, comprend entre autres, pour le domaine allemand, des contributions du professeur de Göttingen Friedrich Butterweg, lui-même auteur d'une histoire de la poésie de l'éloquence, en 12 volumes, d'Heinrich Meister, continuateur de la correspondance littéraire de Grimm, de Johannes Müller. Les espaces germanophones, avec 51 contributions, occupent la première place dans les préoccupations de ces archives littéraires, en français donc, qui visent à produire une sorte de musée des littératures européennes. On ne peut pas parler d'archives littéraires sans évoquer deux éléments complémentaires. L'histoire littéraire de la France, une cinquantaine de volumes publiés de 1733 à 2018, et les Monumenta Historiae Germanica, qui regroupent aussi plusieurs dizaines de volumes. Les deux séries sont des archives publiées qui rassemblent des documents pour servir à l'histoire de France ou d'Allemagne, mais également des textes dont le caractère proprement littéraire est évident. L'histoire littéraire de la France a été engagée par les bénédictins de Saint-Maur en 1733. On sait qu'elle n'a cessé de se compléter et que l'œuvre des bénédictins sert dans une assez large mesure de parrainage à la fondation de l'école des Chartes. Les Monumenta Germaniae Historica, fondés par le baron von Stein en 1819, apparaissent comme une réponse à l'histoire littéraire de la France, partageant un même souci de mise en évidence des fondements de la culture nationale et, paradoxalement, ils utiliseront des documents retrouvés dans les archives françaises. Ces immenses entreprises éditoriales peuvent être envisagées comme une utilisation systématique des archives à des fins de construction nationale, et on ne peut qu'observer à quel point l'historiographie est proche des archives littéraires dans ce vaste chantier. C'est ainsi que l'on doit à un érudit formé dans l'esprit de l'école des Chartes, Francisque Michel, d'avoir édité en 1837 un manuscrit conservé à Oxford et contenant le texte de la chanson de Roland, une sorte d'élément fondateur de l'histoire littéraire française. Il s'agit bien sûr de mettre en évidence les fondements de la littérature nationale, d'éclairer les interdépendances des littératures médiévales, romanes et germaniques, mais en même temps se développe un intérêt pour les supports, leurs caractéristiques, le type des écritures. Cette attention extrême portée au support dans l'étude des archives littéraires se retrouve largement dans l'histoire des éditions historiocritiques qui, selon les représentations de Dilthey, donnent vie aux textes en leur imprimant une dynamique sous-jacente. Engagée peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et achevée en 1997, s'étalant donc sur une cinquantaine d'années, l'édition historiocritique des œuvres de Heinrich Heine a représenté un modèle d'utilisation des moindres manuscrits de travail. Il y avait en tout 5000 pages manuscrites conservées, représentées selon l'ordre chronologique des phases de rédaction et selon le modèle du stemma. La mise en évidence schématique des pièces d'archives attestant de la moindre variation dans l'ordre des paragraphes ou même la ponctuation est complétée par plusieurs récits historiques. L'un envisage l'histoire de l'œuvre et commente les manuscrits en les connectant aux témoignages extérieurs, comme la correspondance. L'autre éclaire point par point les allusions historiques, demandant à être décryptées dans le texte ou dans les variantes de Genèse. La troisième, enfin, tente une esquisse de la réception à partir des commentaires de la presse ou de lecteurs. Il existe de nombreux modèles de présentation des archives littéraires visant à rendre d'aussi près que possible le devenir des textes, la dynamique qui conduit d'un premier projet au texte achevé, dont la vie se poursuit par la suite hors des archives.
L'histoire de l'édition historiocritique de Heine, écrivain dont les livres ont été brûlés sous le nazisme, est à l'évidence liée à la volonté en Allemagne de tourner la page d'une période sombre de l'histoire littéraire. Là encore, le traitement des archives est lié à la construction d'une nouvelle culture nationale allemande. On pourrait même dire qu'il s'agit de deux cultures allemandes, puisqu'en regard de l'édition dite de Düsseldorf, la République démocratique allemande avait elle-même ouvert le chantier de sa propre édition. On peut toutefois noter les préventions contre les prétentions des éditeurs à rester maîtres de la chronologie de l'écriture littéraire. Faire revivre les textes, leur restituer une dynamique à partir des archives, implique qu'on garde ouvertes des virtualités perceptibles dans la genèse des œuvres étudiées. C'est ainsi que l'édition dite de Hambourg des poèmes de Hölderlin avec ceux de Heine, l'une des œuvres fondamentales du lyrisme allemand, repose sur l'impression que le précédent éditeur, Friedrich Peissner, marqué par un certain autoritarisme de l'université allemande dans les années 1940, aurait fait violence aux documents archivistiques pour imposer une chronologie stricte des variantes qui serait au fond une intrusion de l'auteur, une intrusion de l'archiviste dans la dynamique créative de Hölderlin. Pour aller contre ce cadre strict, il s'imposait, aux yeux du nouvel éditeur Dietrich Sattler, né en 1939, d'une part de livrer un facsimilé des archives, et la question des facsimilés qui s'esquissent dès la fin du XIXe siècle devient maintenant centrale. Pour accompagner les facsimilés, l'édition propose d'abord une transcription diplomatique, ne préjugeant en rien de la chronologie de l'écriture, puis un texte issu de cette transcription, mais considéré d'emblée comme une possibilité parmi d'autres. Si les éditions historiocritiques se sont particulièrement développées en Allemagne, il est clair que la critique génétique s'est également vouée à la représentation de la dynamique des œuvres, avec, entre autres nuances, le souci de réévaluer la valeur esthétique des différentes phases de rédaction, de substituer à la téléologie visant le texte dit définitif le chatoiement des moments de la rédaction. L'ITEM, on peut quand même citer le nom de cette institution, a consacré très nombreux travaux aux spécificités d'une analyse génétique impossible à résumer. Il faudrait parler ici des éditions électroniques et notamment de ce qui a pu être fait à partir de l'œuvre de Nietzsche, mais je m'en garderai puisque Paolo Diorio va y consacrer son exposé. Disons tout de même que les archives de Nietzsche, qui font partie du complexe d'archives de Weimar, initialement déposées dans une villa qui fut un chef-d'œuvre moderne style de l'architecte Van de Velde, là encore la liaison entre architecture et archives, ont la particularité, avant d'avoir donné lieu à une présentation électronique, d'être à la base d'une édition réalisée par les philologues italiens Giorgio Colli et Mazzino Montinari, dont le travail a remis en cause l'idée d'une utilisation des archives littéraires dans le cadre strict d'une histoire de la culture nationale. Si les archives, depuis Camus d'un côté, Dilthey de l'autre, sont principalement convoquées comme les traces fondamentales prouvant l'unité et la cohérence d'une culture dans la longue durée, on ne peut manquer d'observer que dans un certain nombre de cas, les archives littéraires se trouvent à l'étranger, et ce décentrement de la mémoire fait pleinement partie de l'histoire littéraire. On pourrait évoquer les papiers de Winkelmann qui ont été transportés d'Italie à la Bibliothèque nationale à Paris sous le Directoire, dans le cadre du déplacement bien connu des archives européennes, mais aussi avec le souci de conserver à Paris l'atelier de celui qui fut un des fondateurs du néoclassicisme. Les papiers de Heinrich Heine, le poète allemand à avoir passé 25 ans à Paris où il est mort, ont eu un destin à certains égards comparable. Une partie d'entre eux appartenait au banquier israélien Zalman Schocken dans les années 1960. Ces papiers représentent simplement une fraction des archives de Heine, mais ils se composent plus particulièrement des manuscrits écrits au crayon sur son lit de mort par le poète à demi paralysé. Au nombre des acquéreurs potentiels de ces manuscrits, il y avait la ville de Düsseldorf et son institut Heine, et de notre côté, la Bibliothèque nationale, alertée par Louis Hay. On connaît le choix du général de Gaulle, répondant aux sollicitations de Louis Hay, ancien heinéen et ancien résistant. On sait que l'acquisition des papiers par la Bibliothèque nationale s'est accompagnée de la fondation d'une équipe de recherche que nous connaissons bien. Devenu donc Institut d'études des manuscrits. Le destin des manuscrits explique en partie une participation française aux deux éditions critiques de Heine, celle de Düsseldorf et celle de Weimar. Dans ce contexte aussi, il conviendrait d'évoquer les manuscrits de la bibliothèque de Diderot, conservés à Saint-Pétersbourg,
Les minutes des entretiens de Diderot avec l'impératrice Catherine II suffiraient à signaler l'imbrication d'une œuvre des plus caractéristiques des Lumières françaises avec le contexte européen. Lors de la Seconde Guerre mondiale, une partie non négligeable d'archives littéraires éclairant l'histoire du romantisme allemand, la collection Varnhagen, a été déplacée à Cracovie, où les philologues allemands doivent se déplacer maintenant pour l'étudier. J'en viens à ma conclusion. Dès la constitution des archives littéraires de Goethe, apparaît la dualité de fonction des archives littéraires. Elles constituent des aides à l'écriture pour les auteurs encore actifs. Elles sont d'autre part une voie d'accès à la vie intérieure d'un auteur et à l'esprit d'une époque, au Geist der Zeit, pour les interprètes, historiens de la culture et surtout éditeurs du futur. Dilthey perçoit les archives littéraires constituées en réseau sur le territoire national de l'Empire allemand comme un ciment de l'identité culturelle nationale et voit dans l'établissement systématique d'archives littéraires une sorte de révolution copernicienne dans l'approche des faits de culture. C'est sur les archives littéraires que repose au premier chef la Geistesgeschichte, une discipline. À vrai dire, la notion de littérature doit être prise au sens large, incluant l'histoire littéraire de la France ou les Monumenta Germaniae Historica. La notion d'archive littéraire doit être élargie aux bibliothèques d'écrivains et aux papiers de travail des philologues et germanistes. Comme le suggérait déjà Dilthey, le goût de l'archive littéraire n'est pas, en tout cas, une forme de néo-alexandrinisme, mais un moment essentiel dans l'épistémologie des sciences humaines.